parcourant ces petites routes départementales à la recherche de notre musée insolite, nous découvrons ce territoire agricole, souvent appelé le grenier de la Haute-Savoie, qui fournit, grâce à ses élevages de vaches laitières, l'essentiel du lait servant à la fabrication de ces délicieux fromages d'abondance, Tome et Emmental de Savoie. C'est en partant de Rumilly, capitale du territoire de l'Albanais en Savoie, par les départementales 910, 16 et 38, que nous parvenons au petit village de Marcelaz-Albanais pour rejoindre le musée de la fausse monnaie et des faux monnayeurs. Là, c'est une autre histoire. Nous quittons l'ambiance champêtre des paysages de l'Albanais pour nous retrouver plongés dans l'ambiance des romans de série noire à la San Antonio. Les messages d'avertissement sont là pour nous rappeler, avec humour, que nous avons changé de milieu. Ce musée, pour le moins insolite, nous présente une collection unique au monde de fausses pièces et de faux billets, accumulés depuis de nombreuses années par Christian Porcheron, qui nous propose de découvrir l'histoire de ces voyous, véritables aristocrates du grand banditisme. Là, vous êtes arrivé donc dans le musée de la fausse monnaie et des faux moyens de paiement. Donc, dans le musée, il y a surtout en présentation, tout autour de vous, donc, des faux billets de banque. Donc, depuis l'arrivée du billet de banque, 1720, jusqu'à nos jours, enfin jusqu'à 2001, donc la fin du franc. Tout un chacun a eu l'occasion de se constituer sa propre collection de billets de banque au gré de ses voyages à travers le monde. Mais des faux billets, avouez tout de même que c'est plus rare. Comment tombe-t-on dans la marmite des faussaires ? Depuis tout gamin, je collectionne tout ce qui est pièces et billets de banque. Et un jour, on m'a donné donc une liasse de billets avec donc dessus un nom et une date. Alors j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit tiens, je vais faire des recherches. J'ai recherché dans des journaux locaux et j'ai eu la chance de retrouver donc l'affaire qui était attribuée à ces billets. Et je me suis dit tiens, c'est très intéressant et je me suis mis à la quête de faux billets et j'ai fait des recherches après sur les faux billets, les affaires. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que de collectionner les vrais. Parce que les vrais, dès qu'on a les vrais, on a fait une croix sur l'album, on a fait une croix on a mis l'album sur l'étagère et après c'est fini. Tandis qu'avec le faux billet, il faut rechercher l'affaire. Et moi, j'ai poussé les choses un peu plus loin, j'ai recherché des objets qui décorent donc les affaires. Donc dans cette vitrine, nous avons donc l'affaire Borin. Borin était un faussaire qui, dans les années 50, a fait des fausses lyres italiennes. Donc il se fait attraper, il fait ses 3 ans de prison. Quand il sort, il monte des affaires diverses. Mais en 1989, il remonte une affaire de fausse monnaie parce qu'il n'avait pas de retraite, il n'avait pas cotisé et donc il avait besoin d'argent. Donc il a fabriqué des faux dollars, des 100 $ et des faux 500 francs Pascal. Alors dans la vitrine, on peut voir ces faux billets avec une plaque qui a servi à faire ces faux billets, ainsi qu'un billet de 100 $ qui est dédicacé par Toselli et Borin. Toselli qui était l'associé de Borin et qui est aussi dédicacé par le flic qui a arrêté donc les 2 gangsters. Le billet de 500 francs est aussi dédicacé par ces 2 faussaires et par le flic Alain Brunache qui les a arrêtés. Christian Porcheron est plus un conteur qu'un simple collectionneur. Il a donc recherché auprès des brocanteurs et antiquaires tous les uniformes, armes, éléments de décor permettant de mieux contextualiser chaque vitrine, chaque tableau, c'est-à-dire chaque histoire. Donc dans cette vitrine, nous avons l'affaire des Orangeois. L'affaire des Orangeois, c'est une affaire qui a été montée donc, par Jean-Pierre Hernandez, le dernier survivant de la Fresh Connection. Et il a monté cette affaire, donc ils se sont fait arrêter en 1994, donc il a monté cette affaire donc, juste avant. Et donc on voit des objets personnels de Jean-Pierre Hernandez qu'il m'a donné donc pour le musée. Donc comme sa dernière licence de rugby, des documents personnels du jugement de son affaire, un billet qu'il m'a dédicacé
Et puis un autre billet qui a été aussi signé par Alain Brunach qui, à l'époque, avait instruit l'affaire. Mais ce n'est pas lui qui avait arrêté Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre a été condamné pour cette affaire à 8 ans de prison. Et c'est devenu un ami personnel puisqu'il m'a donné plein de choses pour le musée. Pour comprendre la genèse des faux monnayeurs, le mieux est encore de remonter aux origines de la fausse monnaie. Et dans ce domaine, Christian Porcheron connaît autant la grande histoire que les anecdotes des flics et des voyous qui en ont jalonné le temps. Il faut savoir que donc la fausse monnaie, c'est pas une histoire d'hier ou d'avant-hier, hein. On dit que c'est quand même le deuxième plus vieux métier du monde, puisque sitôt qu'il y a eu une monnaie, il y a eu une fausse monnaie. Une des premières monnaies a été le coquillage, et on a retrouvé, il y en a un dans un musée, un faux coquillage. Déjà, les faussaires faisaient des faux coquillages pour utiliser cette monnaie. Et après, sitôt qu'il y a eu une pièce, il y a eu une fausse pièce, un billet, il y a eu un faux billet. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Alors ça, c'est une presse d'imprimerie fin 19e siècle. Alors cette presse pouvait être utilisée donc, pour faire des billets, bien sûr, parce que les Allemands se sont servis d'une presse un peu similaire à celle-ci pour faire donc leurs faux billets pendant la guerre, donc en 1939, 40 et jusqu'en 44. Donc elle fonctionne comme ceci. Après avoir mis de l'encre ici, on appuie, les rouleaux prennent l'encre, encre la matrice que l'on a mis ici. La matrice, après, encre la feuille de papier. Et on obtient donc un billet. On enlève la feuille de papier, on en remet une autre et on peut refaire des billets à foison. Il y en a un dans un musée, un faux coquillage. Un billet moderne comporte plus de 60 points de sécurité. Cela suffit-il à le rendre infalsifiable et à nous protéger des faussaires? Quelles conséquences pour le consommateur, la banque et l'État? On croit que les billets sont infalsifiables. Non, ils ne le sont pas. Rien n'est infalsifiable. Puisque ce qu'un homme a fait, un autre homme peut le refaire. Donc, voire le défaire, bien sûr. Mais on dit qu'aujourd'hui, les faux billets sont infalsifiables. Et ceux d'hier étaient infalsifiables aussi. Non, ils sont infalsifiables pour la banque, mais pas pour le commun des mortels comme nous. Parce qu'il faut savoir que le faux billet, je parle souvent des faux billets parce que c'est ma thématique principale, le faux billet n'a qu'un seul devoir, c'est de passer une fois. Moi j'ai un faux billet, je le donne à quelqu'un, il est passé, et ben après il se débrouille avec. Hein. Moi c'est plus mon affaire. Donc, et le faux billet, il a une valeur tant qu'il circule. Il perd sa valeur quand il arrive à la banque. Donc c'est le dernier qui arrive à la banque, qui donne le billet à la banque, où il est faux, on lui supprime le billet, c'est lui qui a perdu. Mais tout au long de la chaîne, personne n'a perdu, puisqu'il a servi à monnayer. Mais le dernier, c'est le couillon de l'affaire. En effet, c'est bien le dernier utilisateur de la fausse monnaie, avant la banque bien sûr, qui y perd le plus dans cette affaire. Mais aussi loin que l'on remonte dans le temps, que ce soit du 4e ou 5e siècle avant notre ère, jusqu'à une époque récente, pour le faussaire qui se faisait prendre, ce qui entre nous arrivait et arrive encore le plus souvent, le prix à payer était très élevé et pour le moins inconfortable. La fausse monnaie a toujours été sévèrement punie. Donc autrefois, c'était la peine de mort jusqu'en 1832. Donc les gens étaient pendus, les gens étaient ébouillantés, écartelés. Des fois, ils étaient ébouillantés et pendus. Des fois, ils étaient ébouillantés, écartelés. Enfin, il y en a même qui étaient trempés dans l'huile bouillante, dans l'eau bouillante. Il y en a qui étaient donc... on leur coupait des membres. Enfin, il y a eu jusqu'à donc la flétrissure. Comme voilà, on leur marquait au fer rouge le F de faussaire. Voilà. Donc ça, c'était jusqu'en 1832. Donc, après la Révolution, dans l'arrivée de l'assignat, tous ceux qui fabriquaient des faux billets, qui le diffusaient ou qui le discréditaient, disaient du mal de l'assignat, eux étaient condamnés à mort. Donc moi, j'ai retrouvé la liste des 330 condamnés à mort qu'il y a eu à cette époque. Et en 1960, la peine était commuée en prison.
Donc au départ, c'était prison à perpétuité et 3 millions de francs d'amende. Après, ça a été transformé en 30 ans de prison. Et avec l'arrivée de l'euro en 2002, c'était 450 000 euros d'amende. Et toujours pareil, on marque la prison à perpétuité, 30 ans de prison, mais personne ne fait 30 ans de prison. Maintenant, on va passer devant la vitrine de Bojarski. Bojarski qui est reconnu aujourd'hui toujours comme le plus grand faussaire du monde en billets de banque. Alors les billets de banque qu'a fait Bojarski sont reconnus aujourd'hui comme des œuvres d'art. Donc il a commencé par faire des 1000 francs bleus, après il a fait des 5000 francs terre et mer, et après il a fait des 100 nouveaux francs Bonaparte. Alors dans la vitrine, on voit un petit panel de ces faux billets, avec un qui est assez exceptionnel, puisqu'il est signé par Bojarski lui-même. Il l'a signé donc à Albert Ducassou, il a dédicacé à Albert Ducassou, et il a marqué dessus le faussaire du XXe siècle. Donc tout avec toute la modestie due à son rang. Et donc ce billet bien sûr est unique. Et à côté de ce billet, on a un papier filigrané. Donc le papier filigrané était fabriqué par Bojarski. Bojarski fabriquait son propre papier. En dessous, nous avons des objets donc personnels de Bojarski, les dernières lunettes qu'il a portées, une loupe qu'il avait dans son laboratoire, dans son bureau, et le dictionnaire qu'il avait quand il était en prison. Il écrit ses mémoires, comme il était d'origine polonaise, il lui fait un dictionnaire pour traduire certains mots. Évidemment, aujourd'hui les fausses monnaies n'ont pas disparu. Et même si les points d'identification se sont multipliés, les faussaires comptent toujours sur notre inattention pour nous tromper. Outre son intérêt historique, l'utilité de ce musée est donc peut-être de nous aider à nous en prémunir. En attendant, à la fin de votre visite, vous aurez la possibilité de repartir avec une vraie fausse pièce ancienne, frappée exclusivement pour vous par Baptiste, le fils de Christian Porcheron, futur conservateur de ce remarquable musée insolite. Alors les fausses pièces antiques qui frappent, donc elles sont frappées à l'aide de coins de frappe qui étaient fabriqués par Calogero Fichera, qui est un grand faussaire donc, du milieu du XXe siècle, et qui lui fabriquait des fausses pièces pour tromper les collectionneurs. Donc les fausses pièces pour tromper les collectionneurs sont comme les billets pour tromper les collectionneurs. Ce sont des faux modernes, justement, pour les faire passer pour des vrais, pour tromper les collectionneurs d'aujourd'hui, quoi. Mais ce ne sont pas des pièces ou des billets qui sont faits pour circuler. Moi, à la fin de la visite, les gens ils viennent, il y a des pièces, je les frappe avec des coins de frappe, des flancs, c'est des vraies fausses pièces. Après, moi, je regarde là, c'est 18, c'est le flanc numéro 25, donc c'est celui-là. Le tas numéro 2, celui-là. Après, on regarde la force, c'est force 3. Après, on place le coin de frappe tête bêche à l'autre. Après, on remonte la presse à balancier. On met la ficelle pour pas qu'elle nous revienne dessus. Puis après, on enlève les deux flancs. Puis après, on obtient un stataire de Gela.